Alors, à toi la parole, on Parfait. t'écoute. Bon, ben merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis bien content d'être ici aujourd'hui, en virtuel, bien sûr, mais quand même. Ça va être un grand plaisir de parler de développement durable avec vous aujourd'hui. Je partage mon écran et on va commencer. Pour les questions, vous pourrez les envoyer dans le Q&A, puis on va pouvoir répondre pendant ou après la présentation. Donc, la conférence aujourd'hui, devancer le marché, comment devenir un éco-leader dans votre industrie pour le mouvement Impact. On a eu quelques discussions là, depuis quelques semaines sur quel sujet présenter, etc. Et qu'est-ce qui ressortait le plus souvent, c'était par où commencer. C'est souvent ça qu'on se demande quand on travaille en environnement, en développement durable. C'est quoi le point de départ pour partir le bal en entreprise? Des fois, on a de la misère à savoir c'est quoi les priorités, comment qu'on va faire, comment qu'on va faire ce projet-là de A à Z. Des fois, ça peut avoir l'air très gros. Donc, le but, c'est de ramener ça à petite échelle, puis par étapes. On va parler de tout ça aujourd'hui. En fait, moi, je suis géologue chez LCL Environnement. Ça va faire 13 ans que je suis là, donc ça fait quand même longtemps. LCL Environnement, en fait, on est une firme de génie conseil qui est spécialisée dans plusieurs domaines. Donc, on fait tout ce qui est traitement de l'eau, traitement des eaux usées, traitement de l'eau potable, le génie derrière ça, la géotechnique, les sols contaminés, la biologie, donc des caractérisations biologiques, et un département de développement durable que je m'occupe. Et dans le département de développement durable, le but, c'est d'être le guide en transition écologique, donc de guider toutes les entreprises, PME, on est surtout dans les PME en fait, et les municipalités et organismes à faire une transition écologique, transition énergétique, puis de mobiliser les équipes à l'intérieur de l'entreprise aussi. Donc, là-dessus, on va faire un petit tour d'horizon. La présentation, on va faire une première introduction sur les changements climatiques. On va juste remettre tout le monde à la même base. C'est quoi les changements climatiques? Pourquoi on parle de changements climatiques? Ça va être quoi les impacts? Et faire le lien par la suite au développement durable. D'où vient cette idée de développement durable? Ensuite, on va élaborer sur ce sujet-là. Donc, on va parler des avantages, où commencer, les principaux enjeux liés au développement durable, les stratégies adoptées. J'ai quelques petits trucs à vous montrer là-dessus. Et les subventions disponibles. Je vais vous parler de deux principales subventions pour de l'accompagnement. Et par la suite, je vais vous montrer un petit outil qui est bien pratique pour trouver d'autres subventions en tout type. Parce que des fois, on peut s'y perdre dans les subventions. Donc, les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est quoi? Parce qu'en fait, si on parle de changement climatique, on va en parler un petit peu plus en détail après, il faut comprendre avant c'est quoi les gaz à effet de serre parce que ça cause les changements climatiques. Donc, un gaz à effet de serre, c'est quoi? C'est des molécules chimiques qu'on retrouve naturellement dans l'environnement, donc du CO2, donc le dioxyde de carbone, le CH4, c'est le méthane, N2O, qui est souvent émis plus en agriculture. Et après, il y a une panoplie d'autres réfrigérants ou autres gaz qui peut être relâché. Il faut comprendre aussi que tous ces gaz-là ont des effets différents sur le climat. Le CO2 va être normé à un effet de 1, on va dire, donc le potentiel de réchauffement climatique du CO2. Mais si on prend le méthane, c'est 28. Si on prend le N2O, c'est 265. Fait que si on émet 1 kg de N2O, c'est l'équivalent de 265 kg de CO2. Et il y en a dans les réfrigérants, on tombe dans les 1000 et les 10 000 même. Donc, ça n'a pas toujours le même impact. Donc, il faut prendre ça en considération. Dans la majorité des cas, c'est le CO2 et le méthane qu'on va parler. Ça couvre plus de 95 de l'effet sur les changements climatiques, ces deux-là, ensemble. Un gaz à effet de serre, qu'est-ce que ça fait? De base, c'est très nécessaire sur Terre. Sans gaz à effet de serre, en ce moment, il ferait moins 20, moins 30 sur Terre, partout. C'est très important d'avoir ces gaz à effet de serre pour réguler le climat. Mais à une certaine concentration, ça peut le dérégler. Je vais vous montrer une belle figure qui montre ça par la suite. Puis comment c'est émis? C'est grosso modo, là, c'est la combustion de carburant. Donc, carburant d'essence, diesel, propane, du bois. Du bois, ça peut émettre des gaz à effet de serre aussi. Que ce soit pour du chauffage, pour des véhicules, pour n'importe quelle utilisation que vous pouvez penser. La réfrigération aussi, comme je disais, il y a des gaz réfrigérants qui ont un impact. Donc, si les équipements fuient, ça a un impact sur les changements climatiques.
la consommation d'électricité, la production agricole, les matières résiduelles. Donc, tout ça peut émettre des gaz à effet de serre. Quand on voit ça, ben, on se rend compte que tout ce qu'on fait, au fond, émet des gaz à effet de serre, que toutes les entreprises ont un lien indirect ou direct sur l'émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment, au fond, c'est vraiment une préoccupation pour tous là, à cause de ça. Ensuite, la situation actuelle, donc à gauche, on a un graphique sur la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, on a justement un graphique qui part de 1700 environ jusqu'à aujourd'hui. Donc, on voit que la concentration en gaz à effet de serre augmente de façon exponentielle depuis l'année 1800 environ. Donc, on est passé de 280 parties par million dans l'atmosphère à presque 420 aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une augmentation très rapide. On voit à chaque année, c'est très constant, une augmentation. Et tout ça, c'est lié à notre consommation de carburant fossile, généralement. À droite, pour vous donner une idée un peu, pour remettre ça en relation, c'est le graphique sur 1 million d'années. Donc, les concentrations de CO2 dans l'air, dans l'atmosphère, pour le dernier million d'années. En fait, le plus haut niveau qu'on avait mesuré, c'était 300 ppm, à peu près il y a 350 000 ans. Aujourd'hui, on est à 420. Donc, on le voit là, en haut à droite, ça monte. C'est sûrement une figure que vous avez déjà vue là, de la conférence de Al Gore il y a maintenant assez longtemps. Mais c'est vraiment ça, c'est une exponentielle. C'est tellement rapide comme augmentation que ça n'a jamais été vu aussi rapidement que ça. Puis en fait, il faut comprendre que ce graphique-là, quand on était dans les hautes concentrations, donc entre 260 et 300 ppm, on était dans les conditions terrestres qu'on a connues, les humains. Donc, on n'était pas là mais nos sociétés n'étaient pas établies en tant que telles, mais c'est vraiment ce qu'on connaît depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, comme conditions terrestres. Si on se retrouvait plus bas, donc dans les périodes qu'on était entre 180 et 220 ppm, on était, donc dans les bas des graphiques, là, on était dans des périodes de glaciation. Donc, on avait 2-3 km de glace par-dessus notre tête en ce moment au Québec. Donc, c'est juste pour vous donner une idée qu'une petite différence là, de 40 à 60 parties par million dans l'atmosphère peut changer complètement notre environnement, de passer d'un milieu qui est propice à la vie et, disons, plus facile pour l'humain à un milieu qui est complètement glacé sur la moitié de la Terre. Donc, imaginez l'effet que ça va avoir là, on est à 420, ça va continuer à monter. Donc, imaginez l'effet que ça va avoir, tout ça. On ne le sait pas, en fait. On tombe dans l'inconnu. Et le gros problème, c'est que c'est très, très, très rapide comme augmentation. En fait, il n'y a aucune mesure géologique qui a déjà montré une augmentation aussi rapide. Donc, beaucoup d'inconnus. C'est pour ça qu'on parle de changement climatique et qu'il faut ralentir le changement climatique. Là, j'ai une petite question, en fait, Oui. quelques petites questions. Comment est-ce qu'on fait, Mathieu qui demande, comment est-ce qu'on fait pour mesurer la concentration de CO2 dans l'air depuis 1 million d'années alors que l'humain n'existait peut-être même pas? Oui, il y a différentes méthodes. Il y a les carottes de glace. Donc, en ce moment, les glaciers ont de la glace en profondeur qui est là depuis des fois des centaines, des milliers d'années, même des fois des centaines de milliers d'années. Dans la glace, il y a des bulles d'air qui sont conservées, qui sont intactes depuis des milliers d'années. Donc, ça, c'est une première mesure. Quand on remonte plus loin, c'est des mesures souvent dans les sédiments marins. Donc, les sédiments marins et les coquillages aussi qu'on retrouve, les micro-coquillages. Il y a moyen de faire de la datation et des concentrations de CO2 à partir de ça. Sans trop tomber dans le détail, là, je dirais que c'est les deux grandes méthodes. Ah, super. Ben, il y avait des gens qui avaient commencé à répondre d'ailleurs à la question dans le chat. Ça semble être pas mal la même chose. Super. Les carottes en particulier. Puis quelqu'un qui demande est-ce que ces statistiques sont pour l'ensemble de la Terre? Si oui, il doit y avoir des régions dans le monde qui sont plus élevées que 420.
Oui, c'est ça. En fait, normalement, ce qu'on prend, c'est à Hawaï. Donc, Mona, quelque chose, la station, parce qu'il est au centre du Pacifique, il n'y a pas d'impact, beaucoup d'industriels autour. C'est sûr qu'ils font attention qu'il y a des éruptions volcaniques, là, mais justement, c'est un endroit qui est très isolé, qui est en plus qui est proche de l'équateur, donc c'est super. Mais oui, si on prenait la concentration un peu partout sur Terre, ça serait différent. En ville, c'est beaucoup plus élevé. On le voit juste dans dans nos classes à l'école, on frôle le 1000 ppm, donc ça, c'est une autre histoire, mais, mais dans le sens que le CO2 arrive de façon naturelle, oui, mais on en émet beaucoup en tant qu'humain, et c'est ça le problème, c'est surtout ce qui est émis en brûlant du carburant. Super, merci. Plaisir. Donc, donc là, je parlais de ppm, donc de parties par million dans l'atmosphère. On va remettre ça un petit peu plus en relation sur des tonnes, parce qu'en fait, en tant qu'entreprise, si jamais vous faites un bilan carbone ou vous calculez vos émissions personnelles, mettons, pour un vol d'avion, ben, le chiffre qui va vous sortir, ça va être des kilogrammes de CO2 ou des tonnes de CO2. Donc, c'est vraiment des quantités, disons, atmosphériques, là, mais le poids équivalent. En moyenne, un Canadien va émettre environ 15 tonnes de CO2, donc 15 à 20 tonnes à peu près. Au Québec, on est quand même un peu meilleur parce qu'on a de l'hydroélectricité, puis en fait, c'est la seule raison pourquoi on est meilleur, parce que notre niveau de consommation est pas mal l'équivalent au restant du Canada. On se retrouve à 10 tonnes. Donc, on voit l'hydroélectricité qui a quand même un très bel effet là-dessus. Mais si on se compare à la moyenne mondiale, et par exemple la France qui est sur la moyenne, 5 tonnes, donc on est déjà au double de la moyenne mondiale. Puis si on regarde les pays en voie de développement, par exemple le Maroc, 2 tonnes de CO2 par habitant. Donc, il y a des grandes variations d'émissions de gaz à effet de serre pour chaque personne. C'est un peu ça le problème. Donc, au fond, au Québec, on est les meilleurs des pires, on peut dire ça. L'Amérique du Nord, c'est les pires pays, en fait, pour les émissions de gaz à effet de serre par personne. Fait partie des pires. Donc c'est ça. Puis si on regarde, en fait, en quantité, 1 tonne de CO2, dites-vous que dans une grosse montgolfière, par exemple au Festival de Saint-Jean, Festival de montgolfière de Saint-Jean, dites-vous qu'il y a à peu près 4 tonnes de CO2 qui rentrent dans une montgolfière. Et ça, si on remet ça en consommation de carburant, c'est un road trip entre Montréal et Vancouver. Donc, environ 6-7 000 km. À chaque 6 000 km que vous faites avec votre véhicule, dites-vous que vous avez émis dans l'atmosphère l'équivalent d'une montgolfière. Ça va vite. Donc, c'est un peu ça pour vous remettre en perspective sur votre consommation, vos émissions, en fait. Et ça varie beaucoup d'une personne à l'autre, d'une région à l'autre. Quelqu'un qui va être plus en ville, qui n'a pas de véhicule, qui prend le métro, qui a un logement qui est plus petit, va être plus proche de 5 tonnes, donc plus proche de la moyenne mondiale. Mais quelqu'un un petit peu plus en région avec un pick-up, etc., va plus être à 15-20 tonnes. Donc, c'est ça. C'est d'être conscient de ces chiffres-là et de faire en sorte qu'on réduit ça. Donc, les changements climatiques, je vais passer quand même rapidement. En fait, changement climatique, on en parle beaucoup. Il y a l'accord de Paris depuis 2015. L'accord de Paris mentionne qu'il faut réduire, il faut conserver le réchauffement climatique à maximum 2 degrés Celsius et idéalement 1,5 degrés Celsius. Donc, pourquoi ces deux chiffres-là? C'est qu'en fait, l'impact va être est pas mal exponentiel là, quand on regarde l'augmentation des températures. Par exemple, à 2 degrés, on a 10 millions de personnes touchées de plus par la hausse des niveaux marins. Puis ça, ça compte pas non plus tous les ouragans qu'il pourrait avoir, donc tous les désastres qui sont liés aussi au niveau marin, mais c'est vraiment seulement l'eau qui monte. Donc, quand même beaucoup de communautés qui vont être touchées. Nombre d'étés sans glace en Arctique, on est à 1 sur 10 à 2 degrés. À 1,5, on est à 1 sur 100. En ce moment, c'est 0. Là. Il n'y a jamais eu d'été sans glace en Arctique. Donc, c'est quand même vraiment notable comme impact. Puis souvent, ce qui est un petit peu plus alarmant, en fait, c'est qu'on tombe dans l'inconnu, c'est les coraux. Donc, c'est tout l'écosystème aquatique qui est affecté. On le voit déjà, des blanchiments de coraux actuellement de plus en plus fréquents. 1,5, ils pensent qu'il va y avoir des effets là, sur 70 à 90
des coraux de façon mondiale. À 2 degrés, en fait, on ne le sait pas, il est marqué destruction totale, là, mais bon, les écosystèmes sont capables de s'adapter un peu. Mais dans le sens que ça va vraiment avoir un gros impact. Pareil pour les écosystèmes terrestres. Donc, c'est ça. Nous, en ce moment, on est à 1,15 degrés Celsius. Donc, on est vraiment proche. Ça monte à chaque année de peut-être 0,05, 0,02 environ. Donc, c'est pour ça que c'est urgent, en fait. C'est qu'on est déjà proche du 1,5. Puis, en fait, si on prend tous les engagements des gouvernements mondiaux actuellement, on s'enligne plus vers du 2,5-3 degrés. Donc, on n'est même pas sur la bonne ligne en ce moment. Donc, c'est pour ça que les rôles des entreprises, c'est pas juste les gouvernements, c'est pas juste un travail des gouvernements, c'est aussi pour toutes les entreprises qui peuvent faire une différence de ce côté-là. Puis justement, parlant des entreprises et des organismes, en fait, ce que ça va amener, les changements climatiques, il y a beaucoup d'impacts qu'on ne peut pas quantifier, on ne peut pas dire actuellement parce qu'on ne sait pas exactement vers où qu'on s'en va. Mais ce que ça va amener, c'est de l'instabilité. Puis de l'instabilité pour les entreprises, on s'entend que ce n'est pas quelque chose qu'on veut avoir nécessairement. On l'a vu avec la pandémie, ça a amené beaucoup, beaucoup de problèmes. Ben, dites-vous que les changements climatiques, ça va être un peu le même principe. On amène beaucoup de choses. Disons, c'est ça, les affaires vont être un petit peu plus difficiles à prévoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut réduire. J'arrête pas de dire ça, mais c'est très important. Dans les impacts qu'on peut avoir, ben, volatilité des coûts d'énergie. Par exemple, si à chaque fois qu'il y a un ouragan qui passe proche du Texas, la Louisiane, ça, vous le voyez, les prix du carburant augmentent de 10-20 cents, ça va vite. Ben, dites-vous que si c'est de plus en plus fréquent, ces catastrophes-là, il va y avoir beaucoup plus de volatilité sur ces coûts-là. L'agriculture, ben, il va y avoir plus de sécheresse, il va y avoir des canicules qui vont être plus longues et une fois qu'il va pleuvoir, il va pleuvoir en beaucoup plus grande quantité, donc des déluges. Ben, tout ça, ça impacte énormément sur l'agriculture. Puis ben, l'agriculture, c'est la base de toute société, il faut manger. Donc c'est vraiment, ça va être un domaine qui est voué à avoir beaucoup de défis, là, je dirais, le côté agroalimentaire, là, ce ne sera pas nécessairement facile. La chaîne d'approvisionnement, ben, on l'a vu l'été passé en Angleterre, par exemple, il y a eu des records de chaleur. On se retrouvait avec des fleuves, des rivières qui étaient à sec, donc les bateaux ne pouvaient plus passer. Les chemins de fer, tellement qu'il faisait chaud, ça déformait les rails, donc les trains ne pouvaient plus passer. En Chine, ils ont vécu la même chose l'année passée. En France, en Espagne aussi, il y a eu des feux de forêt. Donc, tout ça, ça amène des gros problèmes d'approvisionnement. Donc, dans notre monde mondialisé actuellement, ça a vraiment un impact énorme. Plus proche de vous, ben, le lieu de travail. Fait que si jamais vous êtes dans un domaine de construction, de travailleurs extérieurs, ben, en agriculture aussi, par exemple, ben, quand il y a une canicule, on le sait, les travailleurs, c'est beaucoup plus dur, il faut prendre plus de pauses. Des fois, des jours à 40, on n'a pas eu beaucoup, mais il va en avoir de plus en plus. C'est quasiment impossible de travailler dehors. Donc, tout ça peut affecter la productivité des entreprises. Puis aussi, ben, même dans une vision que s'il y a des tempêtes plus fortes, des verglas comme on a eu, ben, on ne peut plus travailler s'il n'y a plus d'électricité, s'il y a une grosse tempête. Donc, tout ça va avoir un impact sur nos entreprises directement et sur nos travailleurs, nos employés. Les assurances, ben, sans doute, si vous avez des primes d'assurance, si vous avez vu des augmentations les dernières années, vous leur demanderez pourquoi, là, mais ils vont sans doute vous répondre 1 sur 2 que c'est l'impact des changements climatiques. Donc, déjà là, on le voit, puis on n'a pas fini. Donc, ça va monter. Et ben, tout ça, d'une façon indirecte, va amener des durcissements réglementaires parce qu'on n'aura pas le choix de lutter contre les changements climatiques, ce qui veut dire plus de taxes, plus de règlements, plus de contraintes à la consommation. C'est correct, c'est normal. C'est juste que si vous vous contraignez dès le début, si vous adaptez dès le début, avant les changements, ben, vous serez prêt à tous ces changements réglementaires qu'il va y avoir. Donc, c'était le tour pour les changements climatiques. Est-ce que je ne sais pas, est-ce qu'on avait des questions? Ça va? Il n'y a pas vraiment de question. Il y a Benoît qui nous faisait un commentaire qu'actuellement, au rythme actuel d'émissions, on aura épuisé notre budget carbone pour tenir le 1,5 d'ici environ 8 ans. Moi, le 1,5, j'aime ça rappeler que c'est les glaciers puis les coraux. Là. Je trouve que c'est
après 1,5, si on se rend jusqu'à 2, on les a tous perdus. Alors, c'est quand même significatif. On essaie de mettre tous nos efforts pour garder le cap sur le 1,5, même si certains semblent l'avoir abandonné. Je pense qu'il faut quand même... Chaque point de degré compte. Hein? C'est ce qu'on Tout à fait. apprend des experts du GIEC en ce moment. Ce n'est pas parce qu'on risque de dépasser le 1,5 qu'il faut se dire « Ah, ben c'est correct, on va se rendre à 2 puis on vise le 2 ». 1,6 c'est meilleur que 1,7 qui est meilleur que 1,8. Alors, voilà. Oui, tout à fait. Ouais, en fait, c'est un peu une exponentielle, là, les impacts. Donc, c'est pas 1,5 puis 3, c'est pas 2 fois plus d'impact, c'est 20 fois plus d'impact. Donc, c'est ça. Puis en fait, faut aussi, il y a beaucoup de. Il ne faut pas virer fou, pas virer fou, dans le sens que, inquiétez-vous pas, il va toujours y avoir de la vie sur Terre, là, la vie s'adapte, c'est juste que c'est la vie qu'on a connue, nous, en tant qu'humains, que le milieu qu'on a connu qui nous a permis de prospérer, d'avoir une économie, d'avoir une société, c'est ça qu'on va perdre graduellement. On se trouve en milieu un peu inconnu. Donc, c'est plus ça, je trouve, le nerf de la guerre. Après, la vie va perdurer, c'est sûr. Ce ne sera pas nécessairement l'environnement qu'on a connu par le passé. Mais c'est ça. Ça va amener beaucoup de problèmes sociaux, c'est sûr et certain. C'est surtout ça. Donc, le développement durable. Le développement durable, c'est un terme que vous avez sans doute déjà entendu. Tout ça découle justement un peu des changements climatiques. C'est pour ça que je fais le lien. Les changements climatiques, on en parle depuis, disons, un peu avant Kyoto. On en parle depuis beaucoup plus longtemps, là, mais plus sérieusement depuis Kyoto, dans les années 90. Développement durable, on en parle un petit peu plus depuis début 2000, entre 2000 et 2010. Là. Il y a une loi du développement durable au Québec qui est adoptée. Donc, pourquoi qu'on parle de développement durable? C'est au fond, c'est qu'on se rend compte que les émissions de gaz à effet de serre, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut prendre en considération. Il y a la pollution de l'eau, pollution de l'air, mais il y a aussi tous les aspects sociétals. Donc, il faut s'assurer qu'on a un développement qui prend en considération les travailleurs, les communautés, mais aussi qu'il y a une pérennité financière qui ressort de ça. Il y a une responsabilité financière aussi. Donc, sans réinventer le modèle financier, on est capable d'imaginer quelque chose qui est quand même beaucoup plus responsable, qui a beaucoup moins d'impact qui est beaucoup plus d'impact positif. C'est ça qu'il faut aller chercher. Donc, c'est le lien. Donc, comme je vous disais, c'est les 3 sphères. Classiquement, là, c'est 4 sphères, on peut dire. Donc, environnement, social, finance. Tout ça synchronisé avec la sphère gouvernance. L'objectif, c'est vraiment de maximiser les retombées positives et minimiser les impacts négatifs. Ensuite, il est possible de faire, d'ajouter d'autres sphères. Fait que tout dépendant des domaines que vous êtes, tout dépendant des villes, etc., il est possible d'ajouter des sphères comme culture, éthique, gouvernance, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est vraiment des considérations un petit peu plus larges de ce côté-là. Il y en a d'autres qui ajoutent encore plus de choses. C'est possible de les subdiviser. Bref, au fond, comme vous voyez, c'est vraiment d'avoir une vision englobante puis de rien laisser au hasard. Par exemple, les objectifs de développement durable, eux, c'est 17 sphères. Donc, c'est vraiment une autre approche qui est beaucoup plus détaillée, mais on y va vraiment enjeu par enjeu. Puis ce qu'il faut comprendre, au fond, c'est que le développement durable, c'est quelque chose qui est très personnel à l'entreprise. Donc, on a tous des activités différentes, des modèles d'affaires différents. Donc, c'est pas possible de dire que le développement durable, c'est ça pour tout le monde. C'est vraiment pas ça. Il faut vraiment le personnifier, il faut l'adapter, il faut le développer à la base. Donc, c'est très important d'avoir quelque chose qui colle à notre entreprise. Sinon, ça ne marchera pas. Personne ne va se reconnaître là-dedans. Cela dit, pour tout ça, en fait, les principes de base qu'il faut garder en tête, c'est l'épanouissement social, la pérennité des écosystèmes et des ressources, le respect, l'équité et l'égalité, très important, et la vitalité économique, donc de s'assurer qu'on a quand même des entreprises qui sont capables de vivre de leur travail et surtout d'encourager les autres de choisir, par exemple, des fournisseurs qui sont peut-être plus responsables. Donc, c'est une autre façon de faire perdurer son impact là, de ce côté-là avec l'argent qu'on dépense.
Les avantages. Donc, développement durable, appliquer ça en entreprise, il y a quand même plusieurs avantages. En fait, comme Ban Ki-moon disait, les changements climatiques, c'est juste une petite note comme ça, mais les changements climatiques, souvent, on en parle comme si c'était juste la planète qui était impliquée là-dedans. Donc, on parle de grands changements de globaux, le climat va changer, tout ça. Mais au fond, c'est ce que ça va impacter, c'est surtout les gens qui l'habitent. Donc, une autre raison de plus de considérer le développement durable dans votre démarche vraiment plus intégrée. Donc, les avantages. Il y a beaucoup d'avantages à court, moyen, long terme. Court, peut-être, vous allez peut-être le voir un petit peu moins, disons, immédiatement. Ça va prendre minimum 6 mois, 1 an. Mais à moyen, long terme, ça va vraiment paraître. Ça peut être assez impressionnant. Donc, premier avantage qui a été dénoté, je ne fais pas de quantification, c'est différent chacun, mais c'est juste pour bien les catégoriser. Améliorer le recrutement et le bien-être des employés. En fait, j'ai une statistique tout de suite après que je vais vous montrer. C'est que le recrutement, il est quand même il est de plus en plus lié à l'engagement environnemental des entreprises. Puis aussi, quand on fait une démarche de développement durable, on va consulter et impliquer les employés dans le processus. Donc, au fond, on va quand même stimuler, on va stimuler l'engagement des employés, donc une rétention d'employés encore meilleure généralement. On va bâtir des fondations solides de gouvernance. Justement, le développement durable, il y a beaucoup d'aspects sur la gouvernance qui doit être impliqué, donc autant au niveau des politiques internes que des comités, que des fonctionnements à l'interne. Donc, c'est vraiment, ça va être de réadapter mission, vision, valeur de l'entreprise à une vision qui est plus centrée vers le développement durable. Sans tout réinventer, mais c'est de prendre en considération les sphères du développement durable que j'ai parlé plus tôt. Réduire ses dépenses énergétiques. Si on parle spécifiquement de gaz à effet de serre, si on réduit nos gaz à effet de serre, c'est qu'on consomme moins d'essence, moins de gaz naturel, moins de propane, par exemple, moins d'électricité. Donc, on réduit nos dépenses énergétiques. Il y a plusieurs moyens, on va pouvoir en parler un petit peu plus loin, mais on voit une relation directe là, quand on réduit nos impacts environnementaux, généralement, on dépense moins en essence, en énergie, donc il y a moins de gaspillage. Devancer la compétition et se démarquer, bien sûr, parce que, en fait, le mouvement, il commence, je dirais, niveau PME, on n'est pas encore à 100% adopté. Les grandes entreprises ont pris le mouvement, disons, depuis 10 ans. Là, ils ont un peu d'avance de ce côté-là. Ils ont plus de ressources, c'est sûr. Mais les PME s'en viennent avec ce mouvement-là. Justement, par exemple, le mouvement Impact. Donc, c'est vraiment un bon moyen de vous démarquer. Puis de plus en plus, moi, je vois de plus en plus de donneurs d'ouvrages publics, par exemple, qui demandent maintenant aux entreprises de démontrer, est-ce que vous avez une politique de développement durable? Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Est-ce que vous faites un inventaire de gaz à effet de serre? Puis, c'est pris en considération dans l'attribution des contrats. Donc, tout ça, ça va être de plus en plus, ça va être une pratique courante, une pratique de plus en plus courante, c'est sûr et certain. Comme je disais plus tôt, se préparer au durcissement réglementaire. C'est sûr que les réglementations s'en viennent. On le voit, véhicules zéro émission, ça va être obligatoire en 2035. Il y a des taxes qui ont été mises, justement la taxe carbone. Il y a beaucoup plus il y a beaucoup de règlements qui ont été mis à jour aussi pour réduire les impacts environnementaux. Donc, si vous êtes en avant de la parade, vous n'aurez pas besoin de vous en soucier vraiment, vous allez être prêt. C'est pas mal ça. Et participer à la lutte au changement climatique, qui est bien sûr très lié à tout le reste et au développement durable. Luc, j'ai une petite question de Mathieu qui demande c'est quoi ton avis sur la certification B Corp ou est-ce qu'il y en a d'autres justement qui ciblent l'enjeu de l'écologie, des certifications qui pourraient être intéressantes pour les gens? Oui, il y en a quelques-unes. B Corp, c'est elle qui commence à se placer de plus en plus comme une des principales dans le domaine du développement durable global, on peut dire. C'est un beau programme.
c'est très adapté. Vous allez voir, si vous allez voir le registre, il y a des entreprises que tu dis, mon Dieu, c'est comme un gros industriel. Lui, l'environnement, ça ne doit pas être un gros truc, mais en effet, quand tu vois le pointage, ben, il y a plein de points sur des sphères sociales, gouvernance, etc. Il y a moins de points en environnement. Bon, c'est juste la seule chose, c'est que c'est pas centré sur l'environnement, mais au moins, ça prend en considération toutes les sphères. Il y a la certification éco-responsable qui existe, qui est au Québec, en fait. Donc, ça, c'est un autre programme de certification qui prend en considération le développement durable un peu de la même façon que B Corp. Sinon, il y a d'autres programmes. Par exemple, nous, on a un programme à l'interne, c'est certification carboneutre, donc pour les entreprises. On n'est pas les seuls à offrir ce programme-là, mais ça permet de cibler les gaz à effet de serre, de faire un plan d'action et de réduire. Donc, c'est ça. Il y a quelques programmes qui existent. Je dirais pour du développement durable global, si vous voulez vraiment obtenir une certification, vous pouvez viser B Corp. Là, je pense que c'est elle qui est la plus solide en ce moment-là. Ah, puis avant de te laisser aller pour la suite, il y a Maxime de Quintus, que je pense que tu dois connaître parce qu'il t'a dit bonjour tantôt, qui suggérait, je pense, un ajout à tes avantages, ta liste d'avantages tantôt. Ça aide aussi au changement de comportement à la maison. Ah, ben oui, sensibilisation, tout à fait. Oui, c'est ça. Quand on en met au travail des pratiques de développement durable, ça sensibilise les employés qui se mettent à faire des comportements plus durables aussi à la maison. Alors, voilà, ben c'est oui. une question pour ton. Oui, puis souvent, c'est quelque chose que je fais souvent, tu sais, quand je fais par exemple, un inventaire de gaz à effet de serre, un plan d'action, j'inclus beaucoup d'actions qui impliquent les employés, puis ça fait boule de neige, là, souvent, là, on le voit, c'est une des bonnes façons de mobiliser, puis s'assurer que le monde y adhère à ces changements-là aussi, là, les impliquer. donc oui, ça va avec. Donc, quelques petits chiffres rapides. Donc, 60% des Québécois considèrent l'engagement concret d'une entreprise a beaucoup d'influence sur leur choix d'y travailler. Ça, c'est le baromètre de l'action climatique de 1.5. Vous pouvez aller le consulter, c'est super intéressant, c'est une belle ressource. Ils le font chaque année. En fait, grosso modo, c'est plus que la moitié des Québécois. Pour eux, c'est important que quand ils font un choix d'entreprise où travailler, que l'entreprise qu'ils choisissent ait un engagement environnemental. Donc, ça aide pour le recrutement si vous êtes déjà dans cette mouvance-là. Il y a 29% des Québécois qui considèrent que leur employeur en fait assez pour l'environnement. Donc, inversement, ça veut dire que 70% du monde qui pense que leur employeur en font pas assez ou juste assez. Ça veut dire qu'il faut accélérer le mouvement, il faut en faire plus, c'est sûr et certain. Après, je n'ai pas sorti d'études spécifiques, là, mais la majorité des études démontrent que les entreprises ayant de développement durable, donc ESG, là, quand vous voyez ESG, c'est développement durable, ça veut dire à peu près la même chose, dans leur priorité, montrent une rentabilité accrue à long terme. Donc, ça aide pour les affaires. Puis aussi, il faut garder en tête que les gouvernements actuellement ont des objectifs de réduction de 40% pour 2030 et la carboneutralité d'ici 2050. Ce que ça va amener, c'est que si vous êtes conscient de cet objectif-là du gouvernement, des gouvernements, parce qu'au Québec, c'est l'équivalent aussi, et que c'est sans doute, ça devrait être un petit peu plus élevé que ça là, si on veut suivre le 1,5 degré. Mais bon, si vous êtes conscient de cette réduction-là, vous savez que si vous faites l'équivalent, normalement, vous ne devrez pas avoir trop d'impact. Comme je disais, des durcissements réglementaires, les taxes, etc., que je parlais plus tôt. Si vous faites cet effort-là déjà, sans doute, vous allez arriver pas mal even là-dedans. Vous allez déjà être prêt à ces changements-là. Puis aussi, ça va amener beaucoup de changements dans toutes nos habitudes de consommation. On peut parler d'alimentation, on peut parler de toute l'agriculture, ça va changer, les transports. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, plus vous êtes en avance, plus vous êtes prêt à ces changements-là, puis vous êtes capable de les prévoir aussi. Donc, ça, c'est vraiment un bon outil pour vous assurer que dans 5-10 ans, vous ne serez pas dépassé, là. Donc, les enjeux un petit peu plus concrets. Donc là, je parlais du développement durable, les sphères, tout ça, mais on peut diviser ça en différentes sphères.
il faut garder en tête, comme je disais, que les changements climatiques, c'est la responsabilité de tous les acteurs gouvernementaux, sociaux et privés. En fait, ça, c'est dans le plan d'action du gouvernement du Canada. C'est cette phrase-là qui est citée. Donc, il appelle en fait à tout le monde à faire sa part. Donc, c'est bien important de garder ça en tête et ça explique pourquoi les changements réglementaires, tout ça, s'appliquent aussi aux entreprises. Les enjeux. Donc, j'ai regroupé ça d'une façon qui est peut-être plus simple un peu. Ça pourrait être divisé vraiment différemment. Comme je disais tantôt, il y avait les grandes sphères du développement durable. Ensuite, c'est possible de le découpler en différents enjeux. Ça dépend vraiment du type d'entreprise que vous avez. Le but, c'est vraiment de planifier ces actions-là. C'est possible de s'attaquer vraiment à un seul enjeu dès le début, puis après voir plus large, ou de commencer une planification plus globale. Le but, c'est d'avoir des résultats. Donc il faut en s'activant, on va voir la machine partir, puis vous allez voir les projets débouler, puis les employés bien motivés. Donc, les enjeux, j'ai découpé ça. C'est sûr que c'est des enjeux, on va dire, beaucoup tournés vers l'environnement, vu qu'on est là pour parler surtout d'environnement aujourd'hui. Donc, les matières résiduelles qui est quand même un gros enjeu au Québec. On le voit, on est en transformation depuis quelques années. Les bacs bruns arrivent chez nous. Les entreprises, ça s'en vient. Donc, tout ça, ça peut permettre de réduire beaucoup les émissions de gaz à effet de serre et surtout d'avoir une économie plus circulaire. Je vais les définir un petit peu plus loin, chacun. Là, je vais montrer des exemples de ce qui est possible de faire. Transport durable, donc comment mieux se déplacer sans toujours être en auto solo, par exemple, ou avoir des gros camions. Il y a plusieurs façons d'améliorer ça. Milieu de travail inspirant, donc là, on parle vraiment plus de l'implication des employés, la sensibilisation. On peut inclure des projets à la maison aussi directement. J'ai des entreprises qui font aussi de la sensibilisation pour le télétravail. Donc, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place même en télétravail. Énergie et eau, donc tout ce qui est attrait au bâtiment, grosso modo, donc l'énergie qui est consommée. Les changements climatiques, donc changement climatique, je le sépare, vous comprenez que c'est lié avec tout le reste, mais au fond, de la façon que je le traite souvent, c'est que c'est comme si on se mettait une paire de lunettes différentes. Donc, quand on regarde changement climatique, on regarde des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on fait juste regarder ce paramètre-là. Des fois, ça va orienter nos actions vraiment différemment. Donc, si vous avez une vision plus sociale, par exemple, ou de sensibilisation des employés, ben, la lunette du changement climatique, de gaz à effet de serre, ne va pas identifier les mêmes priorités nécessairement. Donc, si la réduction de votre empreinte carbone est un enjeu qui vous intéresse plus, ben, il faut voir les choses un peu différemment. Donc, c'est pour ça que c'est divisé. Et l'approvisionnement durable, donc au fond, c'est toute votre chaîne, autant avant qu'après votre entreprise. Comment faire pour réduire son empreinte de ce côté-là? Donc, un enjeu à la fois, j'ai des exemples de projets pas spécifiques, là, mais vraiment plus global. Juste pour donner quelques idées. Par exemple, les matières résiduelles, on peut une séquence qui est quand même très qui est quand même une des meilleures pour les matières résiduelles. Premièrement, on commence par caractériser les matières résiduelles. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on rejette dans notre entreprise aux déchets, mais aussi au recyclage. Savoir est-ce qu'il y a de la contamination dans le recyclage, est-ce qu'il y a des matières qui ne sont pas supposées être là. Après, on peut voir pour mettre en place des nouvelles voies. Donc, par exemple, le compost, le bac brun, ça peut être des collectes spécifiques, par exemple les électroniques, le verre, il y a plusieurs choses, ça dépend vraiment du type d'entreprise que vous avez. Puis ensuite, on va travailler pour améliorer le bilan. C'est beaucoup sur la révision de l'affichage, donc s'assurer que que tous les bacs sont uniformes, clairs, qu'il y a des bons affichages, que c'est bien adapté à ce que tout le monde comprenne chaque matière va où. Puis beaucoup de sensibilisation des employés parce que veut pas, les personnes qui jettent les déchets, c'est soit les employés, soit les clients, là, tout dépendant le type d'entreprise que vous avez, mais il y a beaucoup de sensibilisation à faire. C'est souvent la partie qui est la plus
la plus difficile, mais qui peut quand même bien se mettre en place, là. Puis après, on repart la boucle. Donc, une fois que vous avez fait cette séquence-là, ben, vous remesurez, vous refaites une caractérisation de matière résiduelle. Ça va vous donner un nouveau taux de tri. Puis vous allez voir si vous êtes amélioré ou non. Puis si vous avez à réviser c'est l'affichage, la sensibilisation, encore une fois, ben, vous le refaites. Donc, c'est une séquence pour les matières résiduelles. Luc, Geneviève pose une question. Oui. Est-ce que le recyclage est vraiment bien ou il vaut mieux réutiliser le papier? En fait, c'est la séquence 3 RV, là, mais toujours valorisé en premier, c'est toujours la meilleure option. Donc, si on est capable de réutiliser quelque chose plusieurs fois, c'est mieux, ou de transformer son utilisation avant de l'envoyer au recyclage. Donc, ça, c'est toujours mieux. Le recyclage est quand même efficace, là, mais ça dépend. Il y a quand même il y a eu beaucoup d'histoires dans les dernières années. Donc, c'est sûr que la réduction à la source est la meilleure façon. Plus on réduit à la source, donc par exemple nos emballages, le papier, etc., plus on est sûr que ça va être bien valorisé parce qu'on ne l'aura juste pas consommé. Merci. Super. Transport durable. Donc, quelques idées de projets là, du côté de transport durable. On parle beaucoup d'électrification des transports. C'est pas pour rien. Ça reste un très bon mode de transport. Si on veut pas trop déranger notre modèle d'affaires en tant que tel ou nos habitudes au quotidien en tant que personne. Donc, on prend, à la place d'avoir un véhicule à essence, on prend un véhicule électrique. On va baisser nos émissions de gaz à effet de serre de près 80% sur tout le cycle de vie. En plus, pas de pollution atmosphérique dans nos villes, pas de bruit. Donc, il y a beaucoup d'autres avantages. Ensuite, avec ça vient avec l'installation de bornes de recharge parce que ça fait partie des enjeux. Si on a des véhicules électriques, il faut pouvoir les brancher. Donc, en entreprise, c'est possible d'en installer. Ça peut être pour la flotte de véhicules, mais ça peut être pour les employés aussi. À ce moment-là, c'est possible d'avoir des bornes qui sont gratuites ou des bornes payantes. Il y a plusieurs options. Ça peut quand même convaincre plusieurs employés d'acheter un véhicule électrique s'ils savent qu'ils peuvent se brancher au travail. Même j'avais vu un sondage de KPMG là-dessus, puis je pense que 92% des Canadiens s'attendent à pouvoir se brancher au travail quand ils vont avoir leur véhicule électrique. On s'entend que ce n'est pas réaliste, là. On ne pourra pas installer 30 millions de bornes, mais dans le sens que la demande va être là, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai mis synergie commerciale, c'est quelque chose qui va être voué à avancer. Ça, c'est vraiment plus de l'optimisation. Donc, premièrement, vous optimisez vos transports. Si vous faites de la livraison, par exemple, vous assurez qu'il n'y a pas trop de détours, que vous avez vraiment un transport qui est efficace, que vous ne faites pas de transport à vide, etc. Dans les prochaines années, il va y avoir un petit peu plus de synergie qui va pouvoir s'imbriquer là-dedans. Par exemple, avec un partage de flotte. Donc, ça peut être l'autopartage, ça peut être plusieurs choses, mais ça peut être aussi un partage de services de transport. Fait que ça pourrait être, par exemple, vous avez un camion cube qui part de Montréal, vous envoyez du matériel à Québec, avec différentes réseaux ou options technologiques qui vont venir, vous pourrez revenir avec un voyage en sens inverse, puis justement, rentabiliser votre transport, puis comme ça, on évite qu'il y ait 2 camions, il y en a juste un. Donc, tout ça va venir dans les prochaines années. Je dirais qu'on est vraiment au début, là. Les solutions technologiques de ce côté-là vont beaucoup aider. Programme d'incitatif aux employés. Justement, côté transport durable, c'est pas toujours évident, mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont mettre en place par exemple, un crédit, une remise sur l'achat de passes de transport en commun, par exemple. Donc, ça, c'est un bon moyen. Puis, il faut le voir aussi que le stationnement en tant que tel, ce n'est pas un avantage imposable, mais on s'entend que ça coûte cher en espace, en entretien, etc. Donc, si vous avez moins d'autos qui viennent dans votre stationnement d'entreprise, vous aurez moins besoin d'avoir de superficie de stationnement. Donc, il y a une façon de remettre cet argent-là dans le système justement en subventionnant l'achat de titres de transport. Il y a des entreprises aussi qui vont aller au Québec. Il n'y a pas beaucoup d'exemples encore. Il y a peut-être 5 entreprises en ce moment, mais en Europe, c'est plus fréquent. Ils vont donner un montant pour le transport actif. Parce qu'en fait, tu te rends compte que les employés qui viennent en vélo ou à pied vont être plus productifs.
vont prendre moins de jours de maladie, vont avoir une meilleure santé globale. Donc, c'est sûr que quand tu es moins malade, ben, tu es plus à travailler. Donc, ça, toutes les études pointent là-dessus, comme quoi que c'est vraiment rentable. Les entreprises qui vont payer, par exemple, 2 à 5 par jour que le monde y vienne en transport actif. Il y a d'autres façons, ça peut être au kilomètre, donc il y a plusieurs façons. Mais tout ça peut vraiment aider beaucoup là, à avoir des transports plus durables pour les employés. Milieu de travail inspirant, donc j'ai inclus là-dedans l'aménagement, premièrement, donc d'avoir un milieu de travail qui est plus vert, qui est plus éco-responsable aussi, ça aide beaucoup à avoir un peu plus de joie de vivre à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Donc, d'investir justement dans des aires de pique-nique avec beaucoup d'arbres, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent vraiment aider. Par exemple, des petits jardins. Donc, les employés peuvent prendre des tomates le midi, des choses comme ça. Des idées de projet, ça, il peut y en avoir des dizaines, là, mais si vous donnez une idée. Implication des employés dans l'entreprise. Donc, c'est possible de les impliquer dans le comité vert, comité développement durable, comité santé-sécurité, aussi de sonder, donc vraiment consulter l'ensemble des employés une fois de temps en temps. Quand on a des grandes orientations, des présenter. Donc, ça, c'est des bonnes pratiques de gouvernance. Ce n'est pas toutes les entreprises qui le font, mais c'est quand même important. Aussi, essayer de stimuler le bénévolat. Ce n'est pas toujours évident, mais les entreprises font partie d'un écosystème local qui est quand même important et d'avoir certaines initiatives. Ça peut être des projets, par exemple, au Jour de la Terre, aller ramasser des déchets, comme on l'a fait chez LCL, là, mais c'est un exemple comme ça qu'on a fait la semaine passée, mais dans le sens que il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour vraiment engager les employés là-dedans. Ça peut être sur des causes plus sociales. Puis, bien sûr, de réviser les politiques d'entreprise internes pour s'assurer qu'ils mettent de l'avant l'implication et le bien-être des employés et le développement durable. Ensuite, les 3 dernières, on a énergie et eau. Énergie et eau, ben, c'est vraiment une autre séquence quand même assez uniforme, là, dans le sens que la première chose que je vous dirais de faire, c'est de faire un audit énergétique. C'est un expert qui vient sur place, qui vient vérifier l'isolation, les fenêtres, le système de chauffage qui est performant. Puis il va vraiment vous identifier toutes les améliorations possibles. C'est vraiment, si vous avez un bâtiment, que vous êtes le propriétaire, ça peut vraiment être une belle façon de commencer à identifier des projets pour justement réduire sa consommation énergétique et donc économiser beaucoup d'argent. Puis, ce qui est le fun, ben, il y a des subventions pour ça. Donc, par la suite, il y a une panoplie d'autres projets qui pourront découler, par exemple, l'isolation du bâtiment, des méthodes d'économie d'eau, des récupérations de chaleur. Mettons, si vous êtes plus une industrie ou une manufacturière, que vous avez justement des bassins qui sont chauffés, par exemple, ben, cette chaleur-là est perdue. C'est possible d'avoir des systèmes de récupération de chaleur. Puis d'avoir de l'énergie renouvelable éventuellement, donc panneaux solaires, géothermie, il y a plusieurs choses qui existent. Donc ça, c'est tout un monde, mais il y a beaucoup d'améliorations qui sont possibles. Si vous voulez vous attaquer aux gaz à effet de serre, ben, on va parler surtout d'inventaire de gaz à effet de serre. Donc, comment mesurer son empreinte pour une année. Donc, c'est la première étape, c'est vraiment avoir un premier bilan. Ensuite, on fait un plan d'action, comme je disais, avec la lunette de gaz à effet de serre. Donc, vraiment cibler des projets qui vont avoir des impacts concrets sur les gaz à effet de serre dans les prochaines années. Puis, fixer des objectifs de réduction et viser la carboneutralité va faire partie des projets. Finalement, l'approvisionnement durable, responsable. Il faut premièrement voir ses pratiques actuelles. Donc, il faut voir, c'est quoi nos critères d'achat, qu'est-ce qu'on utilise comme fournisseur, etc. Donc, il y a comme une grosse job de recensement au début qui est à faire. Ensuite, il faut cibler nos critères. Donc, c'est quoi un achat responsable? C'est quoi un achat durable? C'est quoi un achat local? Donc, ça va être variable d'une entreprise à l'autre, c'est sûr et certain. Mais des fois, ça va être de voir, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont des certifications? Est-ce qu'il y a des produits qui ont des certifications? Nous, local, c'est quoi pour nous? 250 km de rayon? C'est 500? C'est 50? Donc, c'est de définir ces critères-là. Puis ensuite, d'adapter les politiques d'approvisionnement en fonction des critères qu'on a mis en place.
je dirais que c'est quand même une bonne job, l'approvisionnement responsable. C'est beaucoup de questions qu'il faut se poser. C'est un gros processus, mais ça vaut la peine. Puis ça va faire en sorte que vous avez une chaîne d'approvisionnement plus solide par la suite et mieux adaptée à la lutte au changement climatique. Ben, par où commencer? Comme on disait, pour la plupart des PME, les actions à poser en développement durable, ça peut sembler complexe et à planifier. Et en fait, moi, la question que je me fais toujours poser, c'est ça, par où commencer? Donc, on va répondre à cette question-là. Peu importe le projet, je vous dirais, c'est vraiment c'est à peu près la même chose. Peu importe l'enjeu que vous choisissez, l'orientation que vous lui donnez, que ce soit du développement durable global ou ciblé à un enjeu, c'est toujours les deux premières étapes, c'est de faire le bilan. Donc, voir premièrement sa mission, ses valeurs, comment on s'inclut dans ce processus-là. On va analyser nos pratiques actuelles. Donc, on va faire un premier bilan. Comme je disais, en approvisionnement responsable, c'est de voir qu'est-ce qu'on achète. En gaz à effet de serre, ça va être de faire une mesure. Si on est en énergie, ça va être de faire notre audit énergétique, recenser vraiment qu'est-ce qu'on a comme activité. Ensuite, on va faire notre vision, donc voir, nous, c'est où qu'on veut se rendre dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans. Donc, on va cibler des objectifs de réduction ou d'amélioration, de nombre de projets, peu importe. Puis, on va planifier nos actions, donc il faut faire un plan d'action. Puis, par la suite, il faut mettre ça à jour, il faut faire mettre des indicateurs de suivi, etc. Donc, c'est une séquence, c'est très simple, très basique, mais ça s'adapte à toutes les situations. C'est juste une bonne pratique. Sûrement que vous appliquez déjà ça en entreprise, là, vous connaissez déjà ça, mais en développement durable, c'est la même affaire, en environnement, c'est la même affaire. Donc, il n'y a pas de solution magique, là. Il faut juste, faut juste appliquer cette séquence-là, puis on est sûr de rien perdre. Comme je dis tout le temps, il faut cibler sur nos forces pour se démarquer, mais il faut aussi miser sur nos faiblesses pour nous améliorer. Donc, c'est bien important de faire ce bilan-là, de voir un peu qu'est-ce qui nous démarque. Dans quoi qu'on est déjà bon, on va le pousser, on va le mettre de l'avant. Ça va être notre vitrine, ça va être notre petite tape dans le dos en même temps, ce qui est important de se donner une fois de temps en temps. Mais nos faiblesses, il faut être conscient, puis c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, le travail va être à faire sur tout ce qui est faiblesse en termes d'enjeux environnementaux ou sociaux. Donc, c'est ça. Et je vais finir avec les stratégies. Donc, on va parler rapidement après des subventions, là, mais quelques stratégies pour vous aider. Première stratégie, c'est d'identifier et impliquer vos éco-leaders internes. Vous avez sans doute quelqu'un à l'interne qui est très motivé en environnement, on a tout un en entreprise, qui est prêt quand même à donner du temps et qui aimerait ça améliorer les choses. Votre force, c'est vos employés, là. Donc, pour commencer la démarche, je dirais recenser le monde en interne qui sont prêts à aller de l'avant, à vous aider, à partir un mouvement, impliquez-les, donnez-leur des tâches et ça va vraiment vous aider, ça va accélérer le mouvement. Ça va être, vous allez voir, ça va être un engrenage qui va se former. Il ne faut pas que ça repose tout sur la même personne. C'est bien important. La stratégie 2, c'est de consulter les préoccupations de vos employés et favoriser la participation. Donc, une fois que vous avez vos éco-leaders internes, après, il faut savoir tout le monde qu'est-ce qu'il en pense. Donc, que ce soit au début de la démarche ou pendant la démarche ou après la démarche, c'est bien important de toujours avoir un dialogue. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas de démarche en silo, que tout le monde soit au courant, qu'on n'ait pas d'angle mort aussi, parce que des fois, on va avoir certains, on va vouloir mettre en place un projet, on dit c'est super, puis là, on se rend compte que, par exemple, je ne sais pas, à l'entrepôt, ça ne fonctionne pas pour eux, mais on ne les a pas consultés, on ne le savait pas. Donc, c'est vraiment important tout au long des projets de vraiment parler aux employés, à tout le monde, à vos fournisseurs aussi, si jamais vous allez vers une démarche plus large. Stratégie numéro 3, c'est d'inspirer le changement. Donc, il faut, je parlais des changements climatiques tantôt, tout ça, il ne faut pas être défaitiste, il faut rester positif puis tourner vers l'avenir. Au fond,
il faut voir loin, il faut être quand même ambitieux, réaliste, mais ambitieux. C'est vraiment une bonne façon d'inspirer le monde, de dire, bon, ben, voici c'est où qu'on peut se rendre dans le futur, voici ce qu'on peut devenir si on met tout un peu de nous. Donc, il faut vraiment inspirer le changement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais dans un autre ordre d'idée, ben, il faut avoir des projets novateurs, mais il faut aussi que ça soit réaliste. Parce que si on se dit, OK, ben, nous, là, on va avoir un bâtiment zéro émission l'année prochaine, ben, si ce n'est pas réaliste, ça ne va pas se faire. Là, ça va décourager le monde. Donc, il faut vraiment bien planifier là, ces actions-là pour arriver à quelque chose, il faut arriver à des résultats. Donc, ça, c'est vraiment la clé. Il ne faut pas non plus, être trop ambitieux là, de ce côté-là. Stratégie numéro 5, communiquer votre engagement à vos partenaires et clients. Donc, ça, c'est une étape qui est quand même importante. Vous n'êtes pas obligé de la faire, mais je dirais que c'est un bon truc. Il faut être fier de ce qu'on fait. Ça va vous aider dans tout ce qui est contrat, comme je disais, s'il y a des exigences pour des nouveaux contrats, etc. Mais aussi, ça va amener un dialogue. Il y a des entreprises que vous allez voir, comme aujourd'hui, on est plusieurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont vouloir aller dans ce sens-là. Donc, peut-être que vous pouvez vous donner des trucs, des choses comme ça. Donc, ça va pouvoir créer des nouveaux partenariats aussi. Donc, parlez-en, c'est bien important. Stratégie numéro 6, entourez-vous d'experts chevronnés. On le sait, on est en pénurie de main-d'œuvre. Vous n'aurez pas nécessairement du temps à vendre pour mettre beaucoup de temps sur l'environnement et le développement durable. Donc, je vous conseille de bien vous entourer, que ce soit un expert en développement durable global comme moi ou quelqu'un qui fait de l'efficacité énergétique ou peu importe. C'est bien important. Je pense qu'il faut minimiser les efforts et maximiser les résultats. Là. Donc, je dirais que vous allez perdre moins de temps de cette façon-là. Justement, Luc, en parlant de maximiser les efforts, j'ai Caroline Maranda, qui est mon associée, je te la conseille, qui me demande est-ce que c'est préférable de s'investir davantage dans un aspect ou d'en faire un peu, mais sur plusieurs volets? Oui. Je dirais, si vous êtes au début, concentrez-vous sur un truc, travaillez-le, dites-vous, vous donnez un an pour vraiment avoir des résultats, partir un mouvement à l'interne. Par exemple, matière résiduelle, OK, prochaine année, on travaille là-dessus. On va avoir des résultats rapides. Ça va nous encourager. Puis par la suite, aller vers une démarche plus englobante pour bien planifier les actions, puis faire un vrai plan d'action sur 5 ans, mais avec tous les autres aspects. Mais si vous êtes vraiment au début, vous n'avez pas grand-chose de fait actuellement, choisissez en un, concentrez-vous là-dessus. Ça va vous mettre la main au processus aussi. Là. Ah, merci. Et dernière présentation, les subventions. Donc, je présente pour côté expertise, il y a 2 subventions qui existent pour de l'accompagnement en développement durable. Donc, il y a le Fonds Écoulé 2, qui a été réactivé hier, donc c'est vraiment d'actualité. C'est un fonds qui couvre entre 50 et 75 des frais de consultation et d'accompagnement. Pas pour l'achat. Si vous êtes rendu à acheter des équipements, des choses comme ça va être d'autres programmes, mais tout ce qui est avant les projets, donc vraiment la planification ou un peu de l'accompagnement professionnel pendant les projets, ben, le Fonds Écoulé 2 peut couvrir ça. Ça peut être la gestion de matières résiduelles, une politique de développement durable, un plan d'action de développement durable, peu importe. Il y a Virage Vert qui existe si jamais vous êtes en dehors des grands centres, donc en dehors de Montréal, en dehors de la capitale nationale aussi. C'est le réseau des SADC-CAE, donc c'est plus pour les petites entreprises. Donc, on parle d'entreprises qui ont moins de 2 millions de dollars de vente. Le réseau des SADC peut subventionner jusqu'à 10 000 dollars. Des fois, c'est 100%, donc ça peut être super intéressant. Je conseille au fond de cibler un projet que vous aimeriez faire, puis de contacter votre SADC. Ils vont pouvoir vous donner plus de détails là-dessus. Et les projets pour les subventions. Donc, les subventions, pour mettre, après, une fois que vous avez fait votre première consultation, vous voulez mettre en place des projets, bien là, il y en a des subventions. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. J'en ai mis quelques-unes ici pour vous donner quelques idées.
Un truc pour chercher en bas, le site, très intéressant. Ça, c'est un site pour des subventions, peu importe le domaine. Là, ça peut être pour l'environnement, mais ça peut être plus pour le côté ressources humaines, ça peut être n'importe quoi. C'est les subventions gouvernementales, autant provinciales que fédérales. Donc, super intéressant comme outil. Mais c'est juste pour vous démontrer qu'il y a vraiment beaucoup d'options pour mettre en place des projets de réduction de votre empreinte environnementale. C'est le bon temps d'investir là-dedans parce que justement, il y a plein de programmes. Donc, vous irez consulter tout ça. Et c'est ça qui donne fin à ma conférence. Donc, si vous avez des questions, moi, je reste disponible. J'ai le temps encore, donc il n'y a pas de problème. Sinon, ça a été un grand plaisir. Si jamais vous avez des questions par après, vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Mon adresse courriel est là, mon numéro de téléphone. Donc, ça me fait plaisir de discuter, puis on verra comment on peut s'entraider là-dedans. Donc, Oui, merci beaucoup. d'ailleurs, Luc, j'enverrai tes coordonnées là, à l'ensemble des personnes qui étaient inscrites. Parfait. Avec le lien pour l'enregistrement, s'il y en a qui ont manqué la fin et la présentation. Donc, les gens auront tout ça. J'ai plein de commentaires là, dans le chat. Les gens ont l'air d'avoir trouvé ça bien intéressant. Est-ce qu'il y en a, vous êtes quand même encore nombreux à être présents. Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient poser des questions à Luc, avoir un échange? Si vous voulez lever la main, je vous débloque votre micro, vous pourrez le faire, ou écrire dans le chat, poser des questions de la façon que vous vous sentez à l'aise. Si c'est le cas, on est encore là pour quelques minutes là, si ça vous dit. Puis sinon, l'autre question que j'ai pour les signataires, les gens intéressés, là, on a mis un peu la table, hein, c'est un peu la base, c'est le point de départ, je pense, de la série de webinaires pour le mouvement Impact. Moi, je serais intéressée à savoir quels sont les sujets qui vous intéressent pour la suite. Donc, soit vous m'écrivez dans le chat, soit vous me répondez à mon courriel que je vous enverrai. Là, je répéterai la question dans le courriel de suivi. C'est des sujets qui vous parlent et vous avez envie d'en entendre parler par Luc. Si vous voulez qu'il approfondisse certains des sujets abordés, plus effleurés aujourd'hui, qu'on rentre un peu plus dans le détail pour certains trucs, on pourra le réinviter si ça lui tente. Puis, s'il y a d'autres sujets là, dont vous avez envie d'entendre parler, bien, dites-le moi, puis on va prévoir ça. On en a déjà quelques-uns qui s'en viennent, là, des sujets. Je vous annoncerai ça prochainement, mais on est ouvert aux suggestions, bien entendu. Alors voilà. Sinon, ben, il y avait Benoît qui proposait aussi les fresques du climat. Je sais aussi que Maxime de Quintus anime des fresques des nouveaux récits, si je ne me trompe pas. Alors, peut-être les fresques pourraient être intéressants à envisager si jamais ça vous intéresse. On pourra, c'est ça, les nouveaux récits, on pourra vous en proposer pour les signataires là, dans le courant des prochains jours. Là, on va vous envoyer de l'information aussi là-dessus. Alors voilà. Benoît qui dit nous avons même créé une coopérative, la coop Sens Climat, pour accélérer le déploiement de l'outil dans les organisations qui cherchent justement à initier une démarche ESG. Est-ce que tu connais ça, Luc? Non? Non, Bon, non, je n'ai pas vu, mais j'irai voir. on ira voir, oui, c'est ça. La coop Sens Climat, Benoît, il faudrait qu'on se parle. On pourra regarder ça. Alors, voilà. Il ne semble pas y avoir de questions. Ah, Amélie qui demande comment faire si on veut s'impliquer dans l'organisme. Ah, ben Amélie, il va falloir qu'on se parle certainement. Je t'envoie un petit courriel pour regarder comment vous pourriez faire partie déjà des signataires du mouvement, puis comment vous pouvez vous impliquer. Allez voir en attendant mouvementimpact.ca pour ceux qui ne sont pas déjà signataires. Je vous le mets dans le chat, puis qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Et très bientôt, nouveau site web avec une nouvelle image de marque. Ça va être vraiment beau. Pas mal plus beau que ce que j'ai fait là, avec un petit template WordPress là, pour l'instant. Alors voilà, je pense que ça met fin au webinaire. Les gens nous remercient, te donnent plein de feedback positifs, Luc. Fait que je pense que c'est bien apprécié. Il ne semble pas y avoir de main levée ou d'autres questions. Alors, ben, merci beaucoup à tout le monde. Je vous laisse Parfait. aller pour l'après-midi. Puis, j'espère vous revoir lors du prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci.
À bientôt.